Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de l'émission Atomique Aventure. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des oreilles. Alors, premièrement, afin de comprendre sa physiologie, qu'est-ce qu'une oreille? Nos hôtes Isabella et Amandine allons vous expliquer. Bonjour Isabella. Bonjour Amandine. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler des composants externes de l'oreille? Bien sûr. La partie externe de l'oreille s'appelle le pinna et son rôle est de capter les sons de l'environnement extérieur sous forme d'informations sonores. Merci. Et comment ces informations vont de l'oreille externe à l'oreille interne? En effet, ces informations traversent l'oreille moyenne où se trouve le tympan qui sert à amplifier les sons. Ensuite, ils sont transmis à une chaîne comprise de 3 osselets afin d'arriver dans l'oreille interne. Et lorsqu'ils arrivent dans l'oreille interne, ils font quoi? Oui, dans l'oreille interne se situe le cochlée qui est rempli d'eau, où l'information sonore se transforme en message nerveux électrique. Mais comment cette information sonore se transforme-t-elle en message nerveux? En effet, à la surface du cochlée se trouvent des cellules ciliées. Ils sont très importants parce qu'ils détectent les vibrations créées par les sons. Ensuite, ces cellules transforment les vibrations mécaniques en informations nerveuses. Merci Isabella pour l'explication. Ensuite, ces messages nerveux sont transmis via des nerfs au cerveau jusqu'au cortex cérébral. Ah, donc c'est le cortex cérébral qui s'occupe de traiter ces informations. Exactement Isabella. Le cortex cérébral est une couche de substance grise située à la surface des hémisphères cérébraux. Ils contiennent des corps cellulaires, des neurones et activent des parties nécessaires du cerveau lorsqu'il reçoit des messages nerveux. Et où se trouvent exactement les zones du cerveau qui nous permettent de percevoir ces sons? Grâce aux images de l'IRM, nous savons que les aires permettant la perception auditive se trouvent principalement dans le lobe temporal et pariétal. Donc, ces aires auditives, qu'est-ce qu'elles font précisément? Les aires auditives sont divisées en plusieurs parties. Il y a l'aire auditive primaire qui reçoit les sons bruts. Ensuite, il y a l'aire auditive associative qui aide à reconnaître ces sons. Et enfin, pour la compréhension du langage, on a l'aire de Wernicke qui nous permet de comprendre ce qui est dit. Super intéressant Amandine. Donc en résumé, nos oreilles captent les sons, les transforment en messages nerveux et ces messages sont envoyés au cortex cérébral. Ensuite, les différentes aires auditives dans le lobe temporal et pariétal traitent et nous aident à comprendre ces sons. Exactement, Isabella. Et voilà comment nous percevons les sons et comprenons le langage. C'est fascinant, non? Oui, vraiment fascinant. Merci. De rien. Maintenant, Madeleine va nous parler de l'intensité auditive et la perte d'audition. Tout d'abord, qu'est-ce que le son? Le son est une vibration transmise dans l'air ou dans l'eau qui crée une fréquence plus ou moins forte en fonction de l'intensité de l'onde. L'intensité du bruit affecte l'audition et peut entraîner plusieurs conséquences sur l'oreille humaine. Environ 6,6% de la population française en 2010 sont sourds et 88% de cette population sont devenus sourds au cours de leur vie. De plus, le risque de surdité augmente surtout en fonction de l'âge, donc plus que vous êtes vieux, plus les risques sont élevés. Alors, quel rapport y a-t-il sur l'intensité sonore de l'auditoire et quels sont les endommagements? Premièrement, voici un petit schéma simplifié du niveau de sonorité et ses dangers. Les bruits normaux ou sans risque se trouvent entre 0 et 80 décibels. Puis entre 80 et 90 décibels, les dangers sont moindres. Mais de 90 à 113 décibels, il y a un danger de son nocif. Or, au-delà de 113 décibels, il y a des endommagements irréversibles. Donc les sons de plus de 80 décibels sont considérés comme un danger. D'autre part, nous avons 3 types de pertes auditives. Une perte passagère correspond à une exposition à un bruit intense mais qui est réversible. Ensuite, une perte temporaire est une ou plusieurs expositions prolongées à un son qui est aussi réversible mais après une longue période de temps. Puis, une perte permanente correspond à une ou plusieurs expositions de son au-delà de 85 décibels qui créent des dommages irréversibles. Ces pertes auditives sont dues à cause du tympan, qui est une petite membrane située à l'entrée de l'oreille interne et qui transmet les sons de l'oreille par des cellules nerveuses jusqu'au cerveau. Or, si les cellules sensorielles ciliées sont endommagées dans le cochléa, les sons ne peuvent pas se transmettre au cerveau car ces cellules ne se régénèrent pas. Donc, l'intensité du bruit et aussi la durée d'exposition affectent l'oreille et peuvent finir dans un cas extrême de surdité.
Oui, d'accord, je vois maintenant. Alors merci Madeleine pour cette description et cette explication à propos des différents niveaux d'intensité sonore et les dangers qu'ils peuvent avoir sur l'oreille. Nous pouvons désormais passer à la partie de cet épisode concernant la surdité et l'usage des appareils auditifs. Donc la surdité, ou perte de l'acuité auditive, se définit comme étant la diminution de la capacité à percevoir les sons. Nous distinguons deux types de surdité. La première, la surdité de transmission qui affecte l'oreille externe et moyenne, et la surdité de perception qui affecte l'oreille interne. Par conséquent, il y a deux principaux cas dans lesquels les outils auditifs sont utilisés. La première, où elle vise à maintenir une bonne audition, et la deuxième visant à réparer une audition déjà endommagée. Donc commençons par le premier cas, soit celui de la protection. Donc de nombreux appareils peuvent servir d'outils de protection auditive. En effet, ceux que l'on retrouve le plus souvent sont les casques anti-bruit, ainsi que les bouchons d'oreille souvent faits de mousse. Ces outils de protection peuvent donc être utilisés lorsque l'oreille est soumise à des sons élevés, soit au-delà de 80 décibels. C'est pour cela qu'elles sont portées dans des chantiers de travail par exemple, où l'intensité sonore de la machinerie utilisée peut être très élevée. De plus, des mesures de protection auditive peuvent également survenir dans des objets peu attendus, tels que les casques ou bien la télévision qui voient leur volume limité par des lois définies par le gouvernement. Cependant, dans le cas où, à l'inverse, l'oreille est déjà endommagée, un autre appareil peut servir. Effectivement, il s'agit des audioprothèses ou appareils auditifs, permettant de compenser une perte auditive, voire une surdité en amplifiant les sons. Nous pouvons alors analyser le fonctionnement de cet appareil auditif qui sont composés de trois parties. La première, le microphone qui capte et qui transforme les sons en courant électrique. Ensuite, l'amplificateur qui renforce les sons. Et enfin, l'écouteur qui rapporte les sons vers le cerveau du malentendant en faisant vibrer le diaphragme. Nous pouvons donc voir que l'appareil auditif agit en tant que remplacement à l'oreille en réalisant son objectif avec chaque partie de ce dernier représentant une partie de l'oreille humaine, que ce soit l'oreille externe, moyenne ou interne. Toutefois, chaque appareil auditif est propre à une seule personne et à ses besoins. Et par conséquent, s'il y a une personne qui a une seule partie de son oreille qui ne fonctionne pas, alors son appareil auditif compenserait uniquement cette partie.